pourquoi est-ce que vous êtes là ? Il y a sûrement des milliers de raisons très différentes au fait que vous soyez là ce soir. Et que vous ayez envie de switcher. Ça peut être parce que vous en avez marre de votre job, ça peut être parce que vous avez quitté ou vous êtes en train de quitter votre job, ça peut être parce que vous êtes fraîchement diplômé, que vous en avez encore jamais eu, mais que vous n'avez surtout pas envie de rentrer dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Ça peut être parce que vous rentrez de l'étranger et que vous vous demandez comment est-ce que vous allez faire pour vous réambienter dans le système français. Bref, il y a des tas de raisons très très différentes et en fait, peu importe. Vous êtes tous, et ça il faut vraiment que vous le sachiez, que vous l'intégriez, vous êtes tous dans des phases de vie, dans des moments de vie très différents. Vous avez tous des profils, des expériences, des diplômes, des jobs complètement différents les uns des autres. Et que vous switchiez par envie ou par nécessité, en fait, peu importe, parce que ça va être exactement le même combat. En fait, ce qui vous rassemble ici ce soir, c'est pas ce que vous avez fait par le passé, c'est pas ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est vraiment ce à quoi vous aspirez pour demain. C'est cette idée un peu folle que vous partagez avec nous, d'avoir envie de travailler autrement, de penser que c'est possible de travailler autrement, d'avoir envie de plus subir, de plus sacrifier votre vie à votre travail. C'est toute une série de nouvelles aspirations que vous avez, que vous partagez très certainement avec nous. Le fait de ne plus chercher simplement un gagne-pain, mais un job qui vous passionne, qui vous stimule, qui vous challenge, un job qui vous nourrisse, pas simplement financièrement, mais aussi humainement et intellectuellement. Un job qui vous permette d'exprimer tous vos talents, toutes vos potentialités, un job qui ait du sens, un job où vous vous sentiez utile, qui peut vous permettre d'avoir l'impact que vous avez envie d'avoir. Et ça tombe bien, parce que nous, c'est ce qu'on appelle switcher. Donc vous êtes au bon endroit. Bravo. Je vous rassure, switcher, ça veut absolument pas dire tout plaquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac. C'est absolument pas ça la définition du switch. Ça veut pas dire non plus zapper en fonction des opportunités, d'une opportunité à une autre, pour aller faire exactement la même chose ailleurs en pensant que l'herbe est plus verte et finalement retrouver les mêmes frustrations et être toujours aussi peu aligné. Non, pour nous, switcher, c'est une définition très précise. Ça veut dire reprendre sa trajectoire en main, se poser la question de qu'est-ce qui a du sens intimement, profondément et subjectivement pour moi, et à partir de ça, construire le parcours qui me correspond. Alors dit comme ça, on peut se dire que c'est un peu un truc mignon d'idéaliste. Et ça va être très important pour nous de vous montrer que c'est absolument pas une utopie, que c'est possible, que c'est faisable. Déjà, nous, avec Clara et puis toute l'équipe Switch, on en est les preuves vivantes puisqu'on a tous switché. Mais on sait aussi que la preuve par l'exemple est extrêmement importante. Et donc, on fera venir sur les 2 journées qu'on a ensemble, les 2 samedis qu'on a ensemble, des personnes qui étaient exactement à votre place il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, et qui ont fait le programme et qui, depuis, ont switché et qui viendront vous raconter comment est-ce qu'ils ont fait, ce qui les a aidés, ce qui les a boostés, ce qui, au contraire, a été compliqué, et qui vous raconteront tout ça sans bullshit et qui essaieront de vous dire tout ce qu'ils auraient aimé savoir à l'époque. La deuxième chose qu'on peut se dire, c'est que switcher dans un pays avec 10% de taux de chômage, c'est un peu un luxe qui est réservé à une élite. Et ça, généralement, c'est pas nous qui nous le disons, mais c'est les gens autour de nous, pas forcément toujours très bien intentionnés. Et ça, pareil, ça va être très, très important pour nous, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là maintenant, que c'est absolument pas le cas. En fait, aujourd'hui et à plus ou moins long terme, switcher, ça va devenir de plus en plus une nécessité pour la plupart d'entre nous. Alors pourquoi est-ce que ça devient une nécessité ? Parce qu'on est dans un modèle de travail qui aujourd'hui est à bout de souffle. Faites le test autour de vous, si vous voulez vraiment plomber un dîner, demandez qui est satisfait dans son job. Et vous allez voir, la plupart des gens sont assez peu motivés dans ce qu'ils font. La réalité, si on regarde les chiffres donnés par les études, c'est que 91% des Français se disent désengagés, 70% ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils font, et 50% des jeunes actifs changeraient de job s'ils le pouvaient. Alors, on peut se dire, comme on le lit souvent dans les journaux, dans les magazines, que c'est la fameuse génération Y, Z, Alpha, Oméga, qui remet en question le modèle de ses aînés.
Mais quand on est 91% à ne pas se sentir bien dans un système, on se rend bien compte qu'il ne s'agit plus de névrose individuelle, de caprice, et on se rend bien compte que c'est le système en soi qui a un problème et que ce n'est pas nous qui avons un problème. Donc s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est que ce n'est pas vous qui avez un problème, mais c'est vraiment on est en train de vivre en fait un vrai changement de modèle de travail, un vrai changement de paradigme. Le système de travail dans lequel on est en crise. Et ça, c'est lié à 3 principaux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on l'oublie parce que nos jobs n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des ouvriers à l'usine au début du 19e siècle, mais on est dans un modèle de travail qui est hérité de l'ère industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles sous-jacentes au modèle, les règles de travail, sont restées exactement les mêmes, avec un travail en miettes qui a été vidé de son sens, qui est scindé entre, d'un côté, les activités de réflexion, de l'autre, les activités d'exécution, ce qui donne le sentiment aux premiers qui y réfléchissent de jamais vraiment voir l'aboutissement de ce qu'ils font, et aux deuxièmes qui doivent exécuter, de jamais vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent exécuter ce qu'on leur donne comme obligation. On est dans un système, dans un modèle de management avec des règles qui sont inspirées, on l'oublie là aussi, de l'armée, autour des valeurs d'obéissance, d'ordre, d'autorité. On est dans un système qui fonctionne en silo, avec des fiches de poste cloisonnantes, où on écrit exactement et précisément tout ce que vous devez faire et où l'objectif, c'est de faire de vous des maillons interchangeables. Donc après, on se pose la question de pourquoi est-ce que les jobs n'ont pas de sens, mais bon, on comprend bien que derrière ça, c'est compliqué de donner du sens à un poste. On est aussi dans un système qui se veut très contrôlant et qui va processer le moindre de vos tâches pour être sûr que vous exécutez et que vous exécutez de la bonne façon. Et puis, on est dans des organisations qui sont extrêmement pyramidales, qui sont extrêmement rigides, où l'objectif c'est de toujours monter, de devenir chef. À la fin, on ne sait plus très bien chef de quoi, chef de qui, mais l'objectif c'est de devenir chef. Et on voit bien quand les études récentes montrent quels sont les piliers de la motivation au travail et que les 3 grands piliers sont le sens, l'autonomie et ce que Dan Pink appelle le mastery, donc c'est le fait d'être stimulé dans ce qu'on fait et de toujours constamment apprendre. On comprend bien pourquoi ce modèle de travail, en fait, n'est pas du tout en phase avec les aspirations et n'est pas du tout fait pour être motivant pour les personnes qui le composent. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il rentre en crise maintenant? Il rentre en crise maintenant parce que paradoxalement, on est dans ce que Gortz appelle on est entré dans ce que Gortz appelle la société du travail. La valeur travail, paradoxalement, n'a jamais été aussi importante pour nous. Pour 70% des Français, la valeur travail est extrêmement importante. Ça veut dire que, alors que pendant des siècles et des siècles, on ne s'est absolument pas défini par son travail, on se définissait par ses origines, de qui on était le fils, on se définissait par d'où on venait, ses origines locales, on se définissait par ses origines sociales, mais on ne se définissait absolument pas par son travail. Le premier sociologue à s'être intéressé au lien, à la corrélation qui se fait entre identité et travail, c'est Renaud de Saint-Saulieu dans les années 70. Donc vous voyez, c'est extrêmement récent. Et depuis les années 70, en fait, la valeur travail n'a cessé de prendre de l'importance dans la façon dont elle vient nous aider à nous identifier, à créer, à être un vecteur de plus en plus important, entre guillemets, de notre identité. Aujourd'hui, on se définit essentiellement par ce que l'on fait. Et donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable de se reconnaître dans ce que l'on fait, de vibrer dans ce que l'on fait et d'être fier de ce que l'on fait. Alors que pendant des siècles, ça n'a absolument pas été le cas et on décorrélait complètement les deux. Et la troisième chose qui est passée par là aussi depuis les années 70, c'est Sartre. C'est Sartre et l'existentialisme qui nous dit « je suis seul maître de mon destin et donc responsable si la situation ne me convient pas ». Et effectivement, c'est le fardeau de la liberté sartrienne qui a un poids et qui a un poids énorme, mais c'est aussi ce qui nous encourage à remettre en question les statu quo, c'est aussi ce qui nous encourage à bouger et à ne pas accepter les situations qui ne nous conviennent plus. Bon, j'imagine que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous partagez à peu de choses près ce constat, mais vous pouvez avoir le sentiment que le marché du travail, en tout cas les RH auxquels vous êtes confrontés, ne sont pas forcément en phase avec ces nouvelles aspirations. Et là aussi, si on regarde, on voit
dans les deux grands piliers de l'ancien système qui étaient le CDI et le salariat, on voit que ces deux grands piliers sont largement remis en question aujourd'hui. 9 embauches sur 10 se font en CDD ou en intérim. Et même si le salariat, et on est entièrement d'accord, reste largement majoritaire, puisque c'est 90% des actifs en France, on voit dans les signaux faibles qu'il y a tout un boom des nouvelles formes d'emploi, avec 600 nouveaux travailleurs indépendants chaque jour en France et le nombre de multi-actifs qui a été multiplié par 2 en simplement 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a des tendances de fond qui font que le marché du travail est en train, lui aussi, de changer. Peut-être plus lentement que nos aspirations, mais il y a une profonde transformation. Et tout ça s'est accéléré par une troisième transformation, un troisième phénomène que vous connaissez tous et que vous connaissez tous très bien, c'est la révolution digitale. La révolution digitale transforme complètement notre rapport et nos façons de travailler. Souvenez-vous, aujourd'hui, avec un ordinateur, une connexion Internet, pour la plupart des métiers, vous pouvez travailler d'à peu près n'importe où. Il y a simplement 10 ans, c'était absolument pas faisable. Et ça, plusieurs études montrent qui s'intéressent à l'impact du digital sur notre rapport au travail, montrent que ce ne sont que les prémices. La plupart des études montrent que dans les impacts que pourrait avoir le digital sur le marché du travail, aujourd'hui, c'est presque 50% des jobs d'aujourd'hui qui pourraient disparaître à un horizon de 10 ans. 50%, c'est énorme. Alors, ce chiffre, il est à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 50% de jobs en moins. Ça veut simplement dire que 50% des jobs, tels qu'on les performe aujourd'hui, vont profondément changer. Ça veut dire que parfois, vous serez amené à switcher, à changer, à vous reconvertir, parfois en restant au sein du même métier, parce que vous ferez votre métier radicalement différemment. Parfois, ce sera en changeant de métier, en changeant de secteur, en changeant de façon plus radicale, vous switcherez. Mais on rentre dans une ère que nous, on appelle l'ère du switch, où en tout cas, on sera tous amenés dans cette salle à se reconvertir et à se reconvertir plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'ère du switch? Ça veut principalement dire qu'il n'y aura plus de voies toutes tracées, qu'il y aura beaucoup plus des chemins singuliers qui seront faits d'entrée, de sortie, de bifurcation, de reconversion, assez régulières, assez constantes. On l'a vu, ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous changer de métier en permanence tout le temps, changer de boîte. Ça veut simplement dire que régulièrement, il va falloir se reposer des questions au sein de son projet professionnel pour savoir vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller, ce vers quoi on a envie de se former, et est-ce qu'on reste là où on est, ou est-ce qu'on a envie de changer et de changer plus radicalement. Et donc, dans cette nouvelle ère, le savoir-faire qui va devenir absolument indispensable, ce sera de savoir bien gérer et de savoir naviguer dans ces phases de transition. Donc nous, c'est ce qu'on appelle switcher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire switcher? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça? La première des choses, c'est que c'est un process qui est unique. Si on se dit que c'est l'objectif, le but, c'est d'inventer le parcours qui nous correspond, forcément, il y aura autant de switch que de personnes ici présentes dans cette salle. C'est un processus qui est éminemment subjectif, intime. Et vous le verrez quand les gens viendront vous raconter leur switch. Il n'y a pas une histoire qui se ressemble et à aucun moment vous pourrez faire un copier-coller de l'histoire de quelqu'un en vous disant bon, ben, voilà ses recettes à lui, je les applique et comme ça moi aussi j'arriverai à switcher. Il y a différents types de switch. Parfois, on switch pour changer de boîte, parfois on switch pour monter sa boîte, parfois on switch à l'intérieur de sa boîte parce qu'on va changer de métier dans son groupe, parce qu'on va réinventer son job à l'intérieur de son groupe. Parfois, on switch en slashant des projets, en slashant des activités, en slashant des secteurs, comme Karine, qui est directrice artistique, mais qui est aussi développeuse, mais qui est aussi prof au wagon, mais qui est aussi entrepreneuse aujourd'hui. Donc elle slash plusieurs activités. Et puis parfois, et c'est souvent ce sur quoi on met le projecteur dans les magazines, dans les journaux, on switch de façon plus radicale. On était en finance et puis on va bosser en ONG humanitaire ou comme Kiyun, on était avocate et puis on devient humoriste. Mais ça, c'est beaucoup plus infime que la réalité. La réalité, c'est beaucoup de gens qui vont réinventer, qui vont faire des petits pas pour réinventer leur job progressivement. Parfois aussi, switcher, c'est juste rééquilibrer son travail, passer au 3/5e pour avoir plus de temps pour soi, pour avoir plus de temps pour sa famille, pour avoir plus de temps pour des projets créatifs qu'on a envie de développer, etc. etc.
Donc là aussi, vraiment, vous enfermez pas dans un schéma parce que, et laissez le champ des possibles assez ouvert parce que c'est à vous de définir votre propre switch. En revanche, ce dont on s'est rendu compte au bout d'1 an et demi, et puis aujourd'hui, il y a à peu près 1000 personnes qui sont passées par le programme, donc on voit qu'il y a toujours 4 grandes phases communes à tout process de switch. La première grande phase, c'est une phase d'introspection. Forcément, si on se dit qu'on veut inventer le parcours qui nous correspond, il faut repartir de soi. Il faut se poser la question de qui on est, de comment on fonctionne, savoir quelles sont nos forces, quels sont nos talents, pour savoir ce vers quoi on a envie d'aller. Dans un deuxième temps, il faut rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'exploration et d'exploration sans finalité. Sortir, si on veut justement ne pas aller refaire la même chose exactement ailleurs, il faut ouvrir le champ des possibles et l'ouvrir à 360 et oser aller s'explorer un peu hors de ses sentiers battus, hors de ses routines. Et puis après, on rentre dans une phase où à partir du moment où on commence à avoir des pistes qui émergent, qui nous font vibrer, là on commence à rentrer dans une phase d'expérimentation où ça va être très important d'aller tester pour valider, infirmer si ces pistes nous correspondent ou pas. Et puis, enfin, on rentre dans la phase de lancement où on va se poser la question de comment est-ce qu'on gère ça financièrement, de est-ce qu'on fait ça en solo, est-ce qu'on fait ça à plusieurs, est-ce qu'on fait ça à l'intérieur de sa boîte, est-ce qu'on fait ça à l'extérieur, etc., etc. Donc, à l'intérieur du programme des 6 semaines, on va essentiellement vous accompagner sur ces 3 premières phases. Vous finissez le programme, généralement, il y a plein de pistes qui émergent, d'envies que vous pouvez avoir. Et à la fin du programme, vous rentrez dans ce qu'on appelle le 30 Days Challenge, où vous choisissez une piste et vous allez pendant 30 jours travailler sur cette piste. Donc vous rentrez en phase d'expérimentation. Et après, la phase de lancement, ça c'est des ateliers qu'on va faire pour la Switch Family. Donc ce sera plutôt quand à la fin du programme, vous intégrerez la Switch Family, où vous aurez des ateliers concrets pour, par exemple, jeudi, on a un atelier sur comment négocier sa rupture conventionnelle. La semaine prochaine, on a un atelier pour apprendre à coder sa landing page en 2 heures. On a un atelier aussi sur comment gérer sa transition financièrement. Tous ces ateliers-là, c'est des ateliers très concrets. Ça ne servirait à rien que vous les fassiez aujourd'hui parce que vous n'en êtes pas encore là dans votre processus. Mais ils seront là au moment où vous en aurez besoin, quand vous intégrerez à la fin la Switch Family. On aura l'occasion de revenir sur chacune de ces phases. Mais ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que le switch, c'est avant toute chose un changement d'état d'esprit. Et du coup, c'est une histoire de bon mindset à adopter et de changement d'état d'esprit sur tout un certain nombre de points et de façons dont on a d'envisager le travail. Et il y a 4 grands points dont j'aimerais vous parler ce soir. Le premier, c'est la formation. Avant, on se formait une bonne fois pour toutes. Et puis, une fois qu'on avait obtenu son diplôme, en fait, on capitalisait dessus à peu près tout au long de sa vie. Et en fonction du niveau de diplôme qu'on avait eu, on savait qu'on avait une courbe plus ou moins ascendante. Clairement, demain, ce sera absolument plus comme ça. Et déjà, en réalité, c'est déjà le cas dès aujourd'hui. 60% des étudiants sont formés à des jobs qui n'existeront plus dans 10 ans. Ça veut dire que quand on sait que le temps moyen, stage compris, d'études, c'est entre 5 et 7 ans, vous voyez que en fait, vous passez 5 à 7 ans pour vous former sur un job que vous ferez pendant à peu près 2 à 3 ans. Vous voyez l'absurdité du système. L'idée, en fait, c'est plus du tout de savoir, d'avoir une expertise, mais ce sera demain de savoir apprendre et de se former tout au long de sa vie. Et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que contrairement à avant, où le savoir était réservé à une élite, aujourd'hui, le savoir est devenu une commodité qui est accessible à tous. Avec Google, votre meilleur ami, vous pouvez vous former à peu près n'importe quoi. Vous pouvez trouver des articles, des forums, des tutos, des MOOC, des cooks. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et vous pouvez commencer à vous initier sur n'importe quel sujet. Pour vous donner un exemple, avec Clara, quand on a lancé Switch, si on avait dû se former sur tous les sujets sur lesquels qu'on ne maîtrisait pas, en fait, on serait encore sur les bancs de l'école aujourd'hui. Et le meilleur exemple, c'est notre site internet. Évidemment, on ne savait pas coder. Évidemment, on n'avait pas d'argent pour coder notre site, pour le donner à un dev. Donc, du coup, on a bien dû apprendre. Et en fait, il y a un outil qui est hyper facile à prendre en main qui s'appelle Squarespace. Et oui, on a passé une semaine à galérer sur l'outil pour le prendre en main, etc. Mais au final, on a fait notre site nous-mêmes. Donc, le site sur lequel vous êtes inscrit, c'est le site qu'on a fait avec nos petites mains. Et on a mis une semaine pour se familiariser avec le site.
Bon bah voilà, il faut que vous soyez dans cette même mentalité par rapport à votre switch. Si vous avez envie d'aller vers un métier, d'aller vers une nouvelle compétence, etc., vous ne dites pas que ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas formé. Dites-vous que vous pouvez vous former et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à apprendre sur ce nouveau sujet. Donc là, la compétence clé demain, ce sera plus de savoir, mais de savoir apprendre. Deuxième grand enjeu, c'était la façon dont on choisissait son métier. Avant, on choisissait une voie, et sauf quelques rares exceptions, c'était à peu près pour la vie. L'enjeu, on était dans un système de travail qui était très stable, où finalement les métiers évoluaient relativement peu. Et donc finalement, l'enjeu principal, c'était d'accumuler le maximum de savoir, d'expertise, d'expérience, de savoir-faire dans un domaine et dans un secteur donné. Comme ça, vous étiez sûr d'accumuler tout ce capital pour continuer à progresser dans l'échelle sociale, hiérarchique, etc., etc. Et c'est ce qui faisait d'ailleurs que c'était très compliqué quand vous aviez envie d'en sortir. Parce que vous aviez accumulé tellement de capital que vous risquiez de perdre tellement si vous sortiez de votre voie que finalement c'était dissuasif. Alors que finalement, on voit bien demain on rentrera dans une ère où les métiers, les compétences vont être obsolètes de plus en plus rapidement. Et d'ailleurs, ce constat, il est déjà en réalité le cas dès aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui pose bien le constat de Seth Godin, qui dit « Mon grand-père a fait le même travail toute sa vie, mon père a eu 7 emplois différents, et moi, j'en fais 7 en même temps. » On voit bien à quel point ça s'accélère, en fait. On voit bien à quel point les métiers vont apparaître et disparaître rapidement. Par exemple, aujourd'hui, parmi les métiers les plus recherchés du moment, dont on entend parler tout le temps, c'est growth hacker, data scientist, product manager. Bref, c'est des métiers dont, il y a 3 ans, franchement, personne n'avait entendu parler. Donc on voit bien à quel point ça s'accélère, on voit bien aussi comment les métiers vont apparaître et disparaître. D'ailleurs, petite façon de plomber votre dîner, si vous voulez le plomber toujours, il y a un site qui est absolument fantastique pour ça, qui s'appelle Will Robots Take My Job. Alors là, vous êtes vraiment sûr de plomber l'ambiance, parce que déjà, les gens ne sont pas motivés, mais en plus, quand ils voient que leur job est menacé, tout le monde commence à tirer la gueule. Donc, c'est un site très simple. Vous rentrez votre métier, c'est en anglais, donc il faut savoir l'équivalent en anglais, et ça vous donne le pourcentage de disparition vraisemblable à plus ou moins long terme de votre job. C'est effectivement horrible. Mais tout ça pour vous montrer quoi ? Que derrière l'automatisation, la robotisation, souvent on se dit que ça va affecter les jobs les moins qualifiés. L'ouvrier à l'usine qui va être remplacé par des robots. Alors qu'en réalité, il y a une seconde vague qui est en train d'émerger dans la révolution digitale qui affecte notre monde du travail. C'est l'avènement des intelligences artificielles, des algorithmes intelligents qui, eux, vont beaucoup plus affecter les emplois de cadres. Les emplois de journalistes, de notaires, de comptables, bref, toutes ces fonctions qui peuvent être automatisées facilement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Coin. Coin, c'est l'intelligence artificielle de JP Morgan qui fait en 1 seconde ce qu'un avocat spécialisé en arbitrage financier fait en 360 000 heures, c'est-à-dire 1 an. Bon, JP Morgan, ils ont déjà enlevé tout un certain nombre de plateaux d'avocats spécialisés en arbitrage financier à New York. Vous voyez à quel point, en fait, ça arrive et ça arrive vite. Alors, l'idée n'est pas du tout de vous déprimer, évidemment, parce que c'est ce qu'on se disait, hein, c'est que les métiers vont plus se transformer à l'intérieur plutôt que totalement disparaître. Mais l'enjeu demain, ce sera beaucoup plus de savoir s'orienter en permanence plutôt que de rester accroché à sa voie. Parce que sa voie, en fait, le métier qu'on a choisi quand on est sorti de l'école il y a parfois 5, 10, 15 ans, en fait, est plus du tout le meilleur gage de réussite aujourd'hui. Et donc ça implique 3 choses, 3 compétences clés. La première, c'est de savoir redevenir débutant. Alors dit comme ça, on se dit que c'est marrant, que c'est un petit côté ludique, alors qu'en fait, savoir redevenir débutant, ça veut surtout dire avoir l'humilité de repartir de zéro. Savoir perdre ses galons, sa reconnaissance sociale. Aujourd'hui, vous êtes tous manager, senior manager, VP et chief of quelque chose, etc. etc. Demain, potentiellement, vous allez vous relancer dans un domaine, dans un métier où vous ne serez plus rien.
Et du coup, il faut accepter de repasser par ce stade où on n'est plus rien. Il faut accepter aussi de perdre potentiellement un peu en salaire, mais pour derrière pouvoir regagner beaucoup parce que vous allez apprendre énormément et du coup recréer de la valeur autour de votre projet et du projet que vous allez défendre. Deuxième compétence clé qui va être absolument essentielle, ça va être d'apprendre à s'orienter dans l'incertain. Alors ça, pour nous, c'est très, très, très compliqué parce qu'on a été un peu biberonné depuis l'enfance à la sécurité de l'emploi et au CDI à vie. Et donc ça, pour nous, clairement, c'est assez anxiogène et parce que instabilité, pour nous, rime avec précarité. Et là, en fait, il ne va pas trop y avoir de solution que de réapprendre à savoir prendre des risques. Il n'y aura plus de voie 100% certaine, il n'y aura plus de voie royale qui vous garantit un avenir brillant, certain et sans aucun risque. Donc il va falloir réapprendre à prendre des risques, à savoir y aller, oser, se lancer. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'il va falloir se lancer dans le vide sans filet, sans parachute, sans rien, mais au contraire, il va falloir d'autant plus préparer ces phases de transition. Il va falloir d'autant plus s'essayer, se tester avant de se lancer. Et le mantra qui sera le vôtre par la suite, ça va être beaucoup plus de se tester, d'y aller et d'essayer très rapidement, quitte à échouer, mais à échouer vite pour rebondir et puis pour pivoter et vous relancer dans un nouveau projet. Et là aussi, on vit une époque qui est formidable parce que contrairement à avant, où se tester sur un nouveau métier, c'était extrêmement compliqué, aujourd'hui, il y a plein de plateformes, de sites qui vous permettent de vous essayer à des nouveaux métiers, comme Vie Mon Job, Teste un métier. Si vous voulez vous lancer dans l'artisanat, il y a Weekendoo aussi. Si vous voulez monter un resto, plutôt que de réfléchir pendant des mois et de vous poser la question du pour, du contre, de saouler tous vos proches, est-ce que je dois le faire ou pas, etc. Vous pouvez commencer à vous mettre sur des plateformes comme Menu Next Door et commencer à cuisiner tous les jours et voir si au bout de 3 jours, 6 jours, 15 jours, vous en avez marre, peut-être que ce n'est pas fait pour vous. Et ça permet de se tester et de se tester très concrètement pour voir si effectivement cette piste nous plaît ou pas. Donc là aussi, ça va être très important de passer dans une logique de micro-action, micro-projet. Comment est-ce que je me teste très rapidement sur cette piste que j'ai en tête, qui est peut-être la bonne ou peut-être pas. Personne ne peut le savoir, en tout cas dans l'idée, vous ne pourrez jamais le savoir si vous restez dans le mental et dans la réflexion. Donc il va falloir passer à l'action et vous essayer très rapidement pour savoir si c'est ce qui vous correspond ou pas. Et la troisième compétence clé, qui là aussi est très très difficile pour nous, c'est d'apprendre à faire des choix. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en tout cas pour tous ceux qui sont salariés, en fait, on ne prend plus aucun choix quand on est salarié. On ne se pose pas la question de ce qu'on doit faire, parce que ça, c'est notre manager qui le décide pour nous. On ne se pose pas la question de avec qui, de comment, dans quel lieu, sur quels horaires, parce que ça, en fait, c'est un peu le cadre des conditions de travail définies par la boîte qui le stipule pour vous. On ne se pose pas la question de ce à quoi on va se former, de ce vers quoi on veut aller, de quel est notre prochain move dans notre plan de carrière, parce que ça, c'est votre RH qui y réfléchit pour vous. Et même sur des questions très intimes, de l'ordre de la santé, de la mutuelle que vous devez choisir, ou du complément retraite, pour ensuite, ça aussi, c'est votre boîte qui décide pour vous. Et je ne sais pas si pour tous ceux qui sont indépendants dans la salle ou pour tous ceux qui ont déjà un jour quitté le salariat, effectivement, vous allez voir qu'en sortant de ce système-là, il ne faut pas être phobique administratif. Parce qu'il y a toute une série de décisions continues à prendre et auxquelles on n'est plus du tout habitué. La boîte fait l'effet d'un cocon très bienveillant, effectivement, mais toutes ces décisions-là, le jour où on se remet à son compte, il faut à nouveau se les poser, il faut à nouveau savoir travailler, s'imposer, enfin, en tout cas, pas forcément s'imposer des horaires, mais savoir quel est son rythme de travail, etc., etc. Et par ailleurs, si on se dit qu'à chaque instant, en fait, vos jobs, progressivement, enfin, vous allez vous poser de plus en plus régulièrement la question de ce vers quoi vous avez envie d'aller, de ce vers quoi vous avez envie de vous former, et que l'univers des possibles, il est ouvert à 360 et il est infini, ça donne un choix presque vertigineux d'un point de vue macro sur tout ce que vous pouvez faire, sur tout ce que vous pouvez entreprendre, qui peut être complètement paralysant. Et donc, ça rend le choix encore plus difficile. Et pour autant,
Nous, on aime bien cette citation de Goethe, mais on est intimement convaincus que pour avancer, il est absolument essentiel à un moment de choisir, de s'engager et de s'engager pleinement dans une voie. Parce que si vous saupoudrez votre action sur 1000 projets, 1000 actions différentes, en fait, c'est le meilleur moyen, si vous faites un pas en avant pour 3 pas en arrière, puis 2 pas de côté, c'est le meilleur moyen que finalement, vous ne voyez pas avancer, que vous démotiviez et qu'au final, vous lâchiez le process. D'accord ? Troisième grand point, c'est le rapport à la réussite. Alors avant, on était un peu dans un modèle de réussite en soi, défini par les autres. Vous saviez que vous aviez réussi si vous aviez accès à des attributs de richesse, si vous aviez atteint tel niveau hiérarchique, tel niveau de salaire, la grosse voiture, la grande maison, etc. etc. Le problème, et on vous promettait d'accéder à ça si vous suiviez bien votre plan de carrière, si vous cochiez toutes les cases, etc. etc. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on se dit là, vous aurez beau cocher toutes les cases, vous aurez beau parfaitement suivre le plan de carrière, vous n'êtes pas assuré que votre job, à un moment, il disparaisse ou pas. Et donc, finalement, il va falloir s'affranchir de ce modèle de réussite-là, parce qu'il est plus garanti, et de se poser la question de quel est votre modèle de réussite pour vous ? C'est quoi la réussite pour vous ? Et du coup, vous posez la question de qu'est-ce que vous valorisez ? Quels sont vos critères personnels et intimes de réussite ? Et c'est à partir de ça que vous saurez ce vers quoi vous avez envie d'aller. Sauf que pour définir ça, il est absolument indispensable et essentiel de se connaître, de savoir qui on est, de savoir ce que l'on veut, pour savoir ce vers quoi on a envie d'aller. Et c'est parce qu'à un instant T, vous êtes dans un métier qui a du sens, où vous vous sentez bien, où vous êtes aligné, que demain, même s'il disparaît, vous ne le regretterez pas. Par exemple, moi, si pour une raison X ou Y, Switch venait à disparaître, à aucun moment, je me dirais, ça ne servait à rien, j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Parce que je suis tellement bien, j'adore tellement ce que je fais aujourd'hui, j'aime être avec vous ici ce soir, vous transmettre les quelques connaissances que je peux avoir sur le Switch, qu'à aucun moment, personne n'enlèvera ce plaisir-là. Donc du coup, pour moi, ça vaudra le coup. Et c'est exactement ça, c'est quel est le métier, quel est le job, quelles sont les activités qui vous mettent dans cet état où ça vous procure un tel plaisir, vous vous sentez tellement à votre place, ça a tellement de sens pour vous, que même si demain ça disparaît, personne ne vous enlèvera le plaisir que vous aurez eu à ce moment-là. Le quatrième grand point, c'est qu'avant, on cherchait un job. Et on cherchait un job un peu comme quand on cherchait Charlie quand on était enfant. On savait à quoi il ressemblait. On savait, un peu comme Charlie, il a une tête, un bonnet, des lunettes, une marinière. On savait où il fallait le chercher, on savait auprès de qui, on savait quasiment la fiche de poste, les compétences requises, qui il fallait contacter, etc., etc. Sauf que ça, demain, ça ne fonctionnera plus du tout de la même façon. Parce que ça, c'est des cases enfermantes qui jamais ne vous permettront d'exprimer toutes vos envies, toutes vos facettes, toutes vos potentialités. Et donc, ça va être important que vous appreniez à créer votre job. Alors, créer votre job, ça veut dire quoi ? Ça ne veut absolument pas dire qu'on va tous devenir entrepreneurs. Ça veut dire qu'on va devenir entrepreneur de sa trajectoire, ok. Mais ça ne veut pas dire qu'on va devenir entrepreneur dans le sens où on ne va pas tous monter notre boîte. Mais créer son job, ça veut dire que vous allez apprendre à créer votre mix unique d'activités. Avec certaines activités qui seront rémunératrices, avec certaines activités où vous serez peut-être dans un cadre salarié, et puis d'autres activités qui seront peut-être plus associatives, qui seront peut-être plus créatives, qui vous apporteront d'autres choses, peut-être certaines activités sur lesquelles vous serez en formation, et vous composerez votre mix, et surtout ce mix, il ne sera pas vrai pour la vie. C'est-à-dire que ce mix qui va être absolument incroyable et génial, c'est qu'il va bouger, et bouger en permanence. Donc ça veut dire que ce mix, il va être vrai pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, et puis dans 6 mois, vous le remettrez à jour, parce que vous aurez envie de passer plus de temps avec votre famille, parce que vous aurez envie de vous former sur un sujet. Et vous voyez, il faut vraiment que vous voyez comme un pilote avec différents curseurs que vous avez sur votre tableau de bord, et puis ces curseurs, vous allez les bouger en fonction de vos envies à un instant T. D'accord ? Donc l'enjeu, ce sera vraiment cette compétence clé de savoir créer, entre guillemets, son tableau de bord, ces curseurs, et de savoir les positionner à chaque instant en fonction de ce que vous avez envie et ce qui vous rend bien, ce qui vous aligne à cet instant-là. Donc si je résume, savoir switcher, c'est savoir apprendre à apprendre, ouvrir ses horizons, savoir qui l'on est, ce que l'on veut, définir ses propres critères de réussite,
savoir oser, tester, expérimenter, se tromper, créer son propre job et sans oublier savoir lâcher tout ce dans quoi on a investi jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vois bien à vos têtes que ça ne vous paraît pas si simple et c'est normal, on n'a pas du tout été câblé pour ça. C'est normal, on est perdu dans cette phase de transition, on manque d'exemples, de modèles. Et forcément, qui dit phase de transition dit incertitude, dit une phase aussi beaucoup plus chaotique et donc plus anxiogène. Mais nous, en fait, ce qu'on a envie de voir dans cette phase de transition, c'est aussi tous les possibles qu'elle réouvre. C'est le fait que c'est la possibilité de s'offrir une seconde chance, voire de multiples chances. C'est la possibilité de rebrasser les cartes, de sortir un peu de la voie, du métier, de la case dans laquelle on a fini par s'enfermer. C'est la possibilité de se réinventer et de se réinventer régulièrement. Et nous, on trouve que c'est absolument incroyable et génial. Et du coup, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, en plus de celle de tout à l'heure, c'est si vous avez le sentiment de ne pas fitter dans le système, dans le modèle de travail dans lequel on est. Retenez bien que ce n'est pas lié à vous, mais c'est vraiment le modèle qui est entré en crise. Et si ça se trouve, vous ne fittez pas parce que vous êtes les pionniers du modèle qui va émerger et que vous êtes tous à votre micro-échelle avec la possibilité de créer le parcours qui vous correspond, de participer à l'émergence de ce nouveau modèle de travail qui, je l'espère, nous correspondra.